de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. L'opposition refuse de dialoguer avec le chef de l'État. Les membres du FC25 assimilent ces concertations à de la diversion dans le but de repousser les échéances électorales. Face à la presse, ces candidats à la présidentielle appellent le peuple à la mobilisation. La plateforme Art Sunu Élections invite le président de la République à respecter la décision du Conseil constitutionnel. L'organisation du scrutin avant le 2 avril, c'est ce qu'elle exige. Elle annonce une saisine des 7 sages et un plan d'action pour honorer la charte fondamentale du pays. Après interdiction de leur manifestation le week-end dernier, le collectif des familles des détenus remet sa date choisie cette fois-ci le samedi 24 février pour protester contre la partialité constatée dans le processus de libération. De nombreux détenus en effet se trouvent encore à Rebeuss. C'est le cas de Cheikh Tidiane Seck, un étudiant en droit dont la maman affirme n'avoir aucune certitude autour de sa relaxe. Enfin, l'université Gaston Berger observe sa semaine de deuil après la mort de 2 de ses étudiants. Décision prise par le conseil académique mais désapprouvée par les étudiants. Les raisons à découvrir au cours de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le collectif FC25 qui regroupe 16 candidats validés qui dit niet au dialogue et refuse de répondre à l'appel du chef de l'État Macky Sall. D'après ces candidats, le président de la République est dans une dynamique de ne pas tenir la présidentielle. Face à la presse, ces candidats ont invité les populations à se mobiliser davantage. Ils comptent dérouler leur plan d'action à compter de ce dimanche. Le point, c'est avec Al-Hassan Ba. Le collectif FC25 est catégorique. Il n'est pas question d'aller répondre à un dialogue qui n'a pas lieu d'être. Pour ces candidats, le président Sall continue de faire dans le dilatoire et refuse d'appliquer la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, le président a dit à tout le peuple qu'il refuse et il cherche de la complicité pour acter ce refus, dire que les acteurs ne sont pas d'accord. Et comme les acteurs ne sont pas d'accord, je remets le dossier au Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel ne doit pas être décrédibilisé. Et lorsqu'on décrédibilise le Conseil constitutionnel, on trouve des prétextes pour casser le processus électoral. Nous considérons que le président de la République est en train d'organiser l'ingouvernabilité du pays en décidant que n'importe comment il va retarder le processus pour qu'au 2 avril, il n'ait pas de successeur. En ma qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, organisateur des élections présidentielles, de l'élection présidentielle de 2019, qu'une date peut bel et bien être retenue dans le courant du mois de mars 2024. Et ce n'est pas au moment de votre départ que vous allez opposer les opposants. Les positions sont claires, nettement définies, par chaque groupe et par chaque candidat. Nous, candidats, nous ne voulons que la paix. Raison pour laquelle on ne peut que suivre la volonté du Conseil constitutionnel et la décision du Conseil constitutionnel et la volonté populaire, qui est assez simple et très claire, c'est d'organiser des élections le plus rapidement possible avec les candidats que nous sommes. Face à la presse, ils invitent la communauté internationale à réagir et à se ranger aux côtés des populations face à cette situation qu'ils jugent extrêmement grave. Nous avons entendu la communauté internationale réagir hier. Ce qui est dangereux, c'est que dans cette communication, la communauté internationale semble dire que le 2 avril est consacré comme la fin du mandat et qu'ils s'en réjouissent. S'ils veulent aider le Sénégal, qu'ils comprennent que leur responsabilité, c'est d'être aux côtés des Sénégalais qui sont fatigués par cette crise qui ne finit pas. Donc nous les invitons à être aussi mobilisés que les Sénégalais qui vont l'être et que résolument, ce dimanche, les Sénégalais montreront que le droit au vote qui leur a été volé va être consacré par un bulletin rouge pour montrer que c'est la fin c'est le début du processus qui mène à la fin du mandat de Macky Sall qui s'arrête le 2 avril. Le collectif invite les populations à accentuer la mobilisation. Dès dimanche, ils vont dérouler un plan d'action qui va se poursuivre le lundi et le mardi
jour choisi par Macky Sall pour le dialogue. Et la plateforme Arsenou Élections embouche la même trompette. Elle exige la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril prochain pour faire respecter la décision du Conseil constitutionnel. La structure estime que le chef de l'État fait dans la diversion. Arsenou Élections va saisir les 7 sages. Elle entend également dérouler son plan d'action pour faire respecter la charte fondamentale du pays. Je vous propose d'écouter à ce propos Madame Thiaba Kamarassi, membre de Arsenou Élections. Arsenou Élections invite tous les citoyens à garder la dynamique de mobilisation populaire pour exiger le respect strict des dispositions de la charte fondamentale de notre pays. En ce sens, nous restons déterminés à mettre en œuvre le plan d'action et invitons toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à participer à sa réussite. Ce plan d'action est le suivant. Samedi 24 février 2024 à 15h, une tribune citoyenne dénommée Pot de départ qui aura lieu à l'esplanade de la mairie de Grand Yoff. Le samedi 24, marche silencieuse à l'ancienne mairie de Catherine. Dimanche, nous invitons tous les électeurs à se rendre à leur bureau de vote habituel ou le plus proche et à partager des selfies. Le mardi 27 février 2024, journée ville morte, à travers une grève générale dans tout le pays. Et enfin, dès aujourd'hui, le dépôt d'une lettre de saisine au Conseil constitutionnel. Et la situation politique du Sénégal préoccupe au plus haut niveau. Une mission du réseau panafricain de défense des droits de l'homme a été dépêchée à Dakar pour aider à une sortie de crise. Le réseau est une entité consultative de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO. La mission qui a fait face à la presse ce matin dit avoir rencontré les différentes parties. Je propose d'écouter tout de suite M. Hassan Chir. Il est président du réseau et il s'exprime au micro d'Al-Hassan Ba et Mohamed Nabidjan. L'objectif de ces rencontres ayant été de s'assurer que le pays veille au respect strict des droits de l'homme, qu'il veille également à un état de droit, mais également au respect des libertés. Ce sont là 3 éléments essentiels dont le Sénégal a été qui ont fait l'image du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, la rencontre que nous avons eue hier, d'abord avec les acteurs de la société civile, ensuite avec le gouvernement, était ancrée sur cette volonté de ne pas voir ce pays qui est le Sénégal, qui a ses acquis dont il peut se targuer, se perdre. Parce que le Sénégal est un pays qui a une bonne tradition dans ces 3 éléments dont j'ai parlé. Et aussi éviter que le pays verse dans une dictature, comme nous le voyons dans la plupart de certains pays du continent. Les régimes dictatoriaux ou les régimes qui arrivent au pouvoir par les armes deviennent de plus en plus communs dans le continent. C'est quelque chose qui ne doit pas se passer au Sénégal. Of the continent. Parvenir à un arbitrage entre la décision du Conseil constitutionnel et un bon délai pour organiser à bonne date l'élection présidentielle avec les candidats déjà choisis par la juridiction, c'est la position de Wati. Le think tank pense aussi qu'il va falloir éventuellement réduire le temps de la campagne électorale. Ce laboratoire d'idées qui travaille sur des questions de démocratie et de développement a tenu une table ronde avec des enseignants-chercheurs pour recueillir leur point de vue sur les priorités nationales avant l'élection présidentielle au Sénégal. C'était en présence de nos reporters Dissa Prera, Amadouba, compte rendu. Il faut trouver le juste milieu entre la décision du Conseil constitutionnel et l'impératif d'organiser le scrutin au plus vite. C'est la position de Wati, le think tank qui a tenu une table ronde sur le point de vue des enseignants-chercheurs sur les priorités nationales avant la présidentielle, estime que les institutions sont plus importantes que les calculs politiques des uns et des autres.
Parce que je pense qu'il faut arbitrer entre deux exigences. Il y a l'exigence d'avoir effectivement une élection présidentielle qui se passe sur la base d'une campagne électorale, d'un minimum de temps de campagne et donc de discussion, de proposition des programmes par les candidats. On était tout près du début de cette campagne lorsque la crise a commencé avec l'annonce du décalage de l'élection. Et l'autre exigence, c'est celle de respecter la lettre et l'esprit de la Constitution. Nous, en tant que Wati, en tant que think tank citoyen qui avions des propositions sur les réformes institutionnelles à l'échelle de la région depuis des années, nous ne pouvons pas tenir un discours qui consiste à dire qu'il faut violer la Constitution. C'est extrêmement important dans notre région, pas seulement ici au Sénégal, de donner le signal que les institutions comptent beaucoup plus que le confort politique ou les calculs politiques des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut faire très attention à ce que dit la Constitution du Sénégal par rapport à la tenue de l'élection. Une table ronde qui s'est penchée sur les questions des réformes sociales, éducatives, mais aussi du secteur des énergies et des institutions. Une façon pour ce laboratoire d'idées de pousser les candidats à la présidentielle et éventuellement le prochain président à intégrer ces aspects dans sa politique de gestion du pays. Oui, c'est une question centrale. Évidemment, il n'y a pas de solution facile et je crois beaucoup à la politique qui est un peu des petits pas. C'est-à-dire qu'on doit faire des efforts en permanence et savoir que nulle part, cela n'est garanti nulle part en réalité dans le monde, y compris dans les plus vieilles démocraties. Les électeurs ne choisissent seulement sur la base des programmes. Vous avez beaucoup de grandes démocraties aussi où beaucoup d'électeurs, beaucoup de citoyens ne regardent pas les programmes politiques avant de voter. Donc, il faut qu'on soit conscient, évidemment, qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que le travail des think tanks, des centres de recherche, le travail des médias aussi est extrêmement important justement pour que dans la couverture que les médias vont faire de l'élection présidentielle, les médias s'intéressent aux propositions des candidats et pas seulement à la biographie des candidats et aux petites disputes, petites querelles et un peu aussi aux insultes qui aujourd'hui occupent beaucoup de place dans l'espace public, pas seulement ici au Sénégal, mais partout. Pour ce projet, au total, une vingtaine d'enseignants-chercheurs sont intervenus pour donner des idées et solutions dans autant de secteurs relatifs au développement du pays, mais aussi au bien-être des populations. Allez, on passe à la justice à présent pour parler de l'amicale des greffiers du Sénégal qui réclame la liberté provisoire pour Maître Ngagne Demba Touré. Le collectif s'insurge contre le placement sous mandat de dépôt de leurs collègues. Dans leur plan d'action, un arrêt des activités dans les tribunaux pour manifester leur solidarité aux militants de l'ex-PASTEF est prévu. Ils ont tenu une conférence de presse cet après-midi. Suivons Maître Abdoulaye Mboup qui s'exprime au micro d'Aminata Mbaresso et Amadouba. Bon, puisque actuellement le coup est déjà passé, Ngagne Demba Touré a été malheureusement placé sous mandat de dépôt, nous demandons qu'on lui accorde sans délai la liberté provisoire. C'est un greffier, c'est un politicien, il présente des garanties sérieuses de représentation en justice, il habite à Grand Yoff, donc nous lui demandons, notamment le procureur de la République, qui peut le faire parce qu'il l'a fait pour d'autres personnes. Bon, nous estimons que ce sont des faits d'une extrême gravité, à voir le chef d'inculpation qui lui sont reprochés. On dirait que Ngagne Demba Touré est un terroriste. On dirait que Ngagne Demba Touré est l'homme le plus dangereux. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. On est à un moment où il y a des appels en fait, de tous bords pour décrisper la scène politique, la scène publique. Et je pense que la justice ne doit pas être en reste. Et toujours à propos de l'affaire Maître Ngagne Demba Touré, ce communiqué de l'Union des magistrats du Sénégal ce 22 février 2024, alors que le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar procédait à l'inculpation d'un greffier visé par un mandat d'arrêt international exécuté, des faits inédits se sont produits. Dans son bureau et le long du couloir, des greffiers se sont permis de se rassembler, de prononcer des insanités à l'endroit des magistrats de façon générale, ainsi que des propos outrageants contre le juge du dit cabinet sur lequel ils ont exercé une pression inouïe. À la suite de cette impardonnable forfaiture, certains d'entre eux ont fait irruption dans la salle d'audience des flagrants délits pour interrompre le cours des audiences sans égard pour les justiciables. Il a donc fallu l'intervention de la gendarmerie pour les évacuer afin de permettre la reprise du jugement des affaires inscrites au rôle. Parallèlement et par voie de presse, ils ont cru devoir s'attaquer à nouveau au collègue qui n'a fait que remplir des devoirs de sa charge. L'UMS condamne sans concession aucune ces agissements émanant d'acteurs judiciaires
et collaborateurs de surcroît, des magistrats qui ne sauraient rester sans conséquence au vu de leur gravité. L'UMS affirme sa solidarité agissante à l'endroit du collègue visé et rappelle que nul n'est au-dessus des lois, pas même les acteurs de la justice, et exhorte ces derniers à faire preuve de retenue et de professionnalisme en exerçant les voies de recours prévues par la loi. Voilà un communiqué donc fait à Dakar ce 23 février 2024, signé par le bureau exécutif de l'Union des magistrats du Sénégal. Et pour être tout à fait complet sur cette affaire, sachez que nous recevons justement le secrétaire général du site juste après ce journal. Maître Aya Bounmalik Diop sera notre invité dans Soir d'Info. Politique, rien ne va plus dans le mouvement national des femmes de l'APR. Certains membres ont décidé de quitter le groupe WhatsApp pour en créer un autre. Elles réclament la tête de leur présidente, Ndaye Saly Diop Dieng. D'après ces militantes, eh bien, leur présidente cherche toujours à les diviser. Des accusations que réfute Mbathio Niakhasso Fall. Cette responsable de l'APR aux Parcelles Assainies déclare que certains responsables qui ne digèrent pas le choix porté sur le candidat Amadou Ba sont à l'origine de cette situation. Alassane Ba et Alioune Diagne pour plus de détails. La crise, elle est plus qu'une réalité au sein du mouvement national des femmes de l'APR. Et d'après Rougui Bousso, Ndaye Saly Diop Dieng est la principale responsable de ce désordre. Elle réclame sa tête. Et depuis qu'elle est là, c'est la zizanie, ce sont des clans. Si tu n'es pas avec moi, je t'écarte. Si tu es avec moi, je te prends comme tu es favorable. Mais c'est notre responsable des femmes. Donc moi, depuis Mme Badiane, je ne sais même pas comment se passent les structures parce qu'on ne m'a pas coopté, parce que c'est au niveau de la commune qu'on a eu des problèmes depuis le début. Aider le président, c'est rassembler sa famille. Aider le président, c'est rassembler ses militants, mais pas semer la zizanie. Des accusations que rejette Mbathio Niakhasso Fall. D'après cette responsable au niveau des parcelles, certains membres du mouvement qui s'en prenaient à leur candidat Amadou Ba dans leur groupe WhatsApp ont réveillé les démons de la division. Aujourd'hui, s'il y a problème dans le groupe, s'il y a deux femmes, on ne sait pas qui les a instrumentalisées, qui insultent notre candidat. L'attitude de la présidente, c'était de recadrer les femmes, de leur dire qu'aujourd'hui, nous devons nous focaliser sur notre candidat. Ces femmes-là, qui demande la démission de Mme Ndaye Saly Diop Dieng, c'est à elle de démissionner. Parce que ce qu'on voit, c'est que depuis que le président a choisi le candidat Amadou Ba, elle ne cherche qu'à faire diviser. Si aujourd'hui, elles ont créé un groupe WhatsApp. Pro Amadou Ba, pro Macky Sall, il n'en est rien. Il n'y a pas de pro Macky ou de pro Amadou, il n'y a que des pro Macky. Amadou, c'est un pro de Macky. Donc les gens ne peuvent pas suivre Amadou et dire qu'ils ne sont pas avec Macky. C'est eux qui font des dualités pour pouvoir s'imposer. Parce que dans la division, c'est dans la division qu'ils s'imposent. Parce que quand tout est calme, on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas de base, ni de légitimité, ni d'ancienneté dans le parti. Nous sommes avec le président, nous sommes derrière le président, nous sommes avec le choix du président. Jusqu'à que le président nous dise qu'aujourd'hui, Amadou Ba n'est pas notre candidat. Nous, on suit le président. Nous sommes des maquistes. Ndaye Saly Diop Dieng est une maquiste. Elle a été ministre de la Femme pendant 5 ans. Elle a été enlevée du gouvernement. Elle est restée dans le parti, travaillant jour et nuit. Toutes nos tentatives de joindre la présidente du mouvement national des femmes de l'APR, Ndaye Saly Diop Dieng, sont restées vaines. Alassane Ba, merci. Après leur manifestation interdite le week-end dernier, les familles des détenus changent d'itinéraire et remettent le rassemblement pour ce samedi 24 février au terrain Sacré-Cœur 3. Ces membres avertissent, sans ou avec autorisation du préfet de Dakar, eh bien, ils comptent tenir leur mobilisation pour la libération de leurs parents et proches qui sont encore dans les liens de la détention. Ces familles ont tenu une conférence de presse cet après-midi. C'était en présence de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop qui signent ce compte-rendu. Ils se sont donné rendez-vous au siège d'Amnesty Sénégal pour exprimer leur mécontentement. Le collectif des familles de détenus dits politiques fustige l'interdiction des rassemblements et annonce une nouvelle manifestation ce samedi. Cette fois-ci, on a choisi un terrain neutre, un terrain où aucun préfet ne peut trouver un quelconque alibi. Parce que le terrain de Sacré-Cœur 3, à part le sable et les pierres,
Nous, le collectif des familles des détenus politiques, nous comptons nous rassembler ce samedi. Le samedi passé, il nous a interdit, il a autorisé à la société civile classique. C'est pas grave. Ce samedi-là, nous avons déposé pour marcher ce samedi. La société civile classique a déposé aussi pour marcher ce samedi. Nous attendons voir le traitement des deux dossiers. Pour cet ancien détenu, l'heure est grave. Il demande de nouvelles mesures d'accompagnement. 8 mois, 6 mois, 1 an, Diop même mën na ma seede booy dañ yàgg ci kaso gi te kaso gi dafa metti, les conditions ne sont pas idoines. Les conditions dans les prisons sont inhumaines. La plupart d'entre nous a passé 5 mois, 6 mois, voire 1 an dans les prisons. Il m'arrivait de rester debout de 22 h jusqu'à 6 h du matin. Et ce n'est pas tout. Sans ou avec autorisation des autorités, ces parents de détenus déclarent qu'ils vont descendre dans la rue. Nous sommes parents détenus. Nous avons autorisation. Avec ou sans autorisation, nous allons marcher. Ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison, tant pis. Au-delà des manifestations, le collectif des familles des détenus dits politiques entend mener un recensement des victimes en fonction des catégories socio-professionnelles très prochainement. Et alors que des centaines de détenus ont été libérés, la semaine dernière, des centaines d'autres attendent toujours derrière les barreaux, espérant retrouver leurs fils. Des familles de détenus attendent depuis lundi à Rebus, mais elles sont plongées dans le désespoir, à l'instar de la maman de Cheikh Tidiane Chérif Seck, un étudiant en droit qui devait soutenir son mémoire au mois de novembre. Abdoulaye Diop, notre reporter, l'a rencontré. Reportage. Il est midi ce lundi à la maison d'arrêt de Rebus. Des familles de détenus espèrent la libération de leurs fils, car des centaines ont été relâchés au cours des 3 derniers jours. Modou Aïdara vient de Touba. Il attend anxieusement son neveu Amdi Moustapha Mbaké, arrêté avec Cheikh Bamba Diop il y a de cela 7 mois. Il n'a rien fait. Il était avec son ami Omar Bamba Diop et Cheikh Thioro Mbaké. Il se rendait à Souma Assistance pour rendre visite à un malade et il a été arrêté. C'est un étudiant qui vient fraîchement de la Turquie. Cela ne fait même pas 2 mois et il a été arrêté. Ces 2 filles font partie de la famille de Cheikh Tidiane Chérif Seck, un étudiant en master à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Arrêté le 3 juin, il devait soutenir son mémoire au mois de novembre dernier. On espère qu'il sera libéré aujourd'hui. Depuis qu'ils ont commencé à libérer les détenus, nous venons tous les jours en espérant que ce sera le bon. Le soir, après une longue attente et sans espoir, elle rentre bredouille ce jour-là. Ce vendredi, la mère de Cheikh Tidiane Chérif Seck est toujours inquiète pour son fils. Macky Sall doit libérer nos enfants. Nous le prions de les libérer. Pourquoi libérer une partie et laisser les autres à l'intérieur? Nos enfants ne doivent pas être utilisés comme monnaie d'échange. Elle affirme que son fils n'a pas participé aux manifestations mais s'est rendu à son lieu de travail près de la place de l'Indépendance. Beaucoup de manifestations. Il ne fait pas partie des manifestants. Il était juste sorti pour aller à son lieu de travail et on l'a arrêté et torturé comme tous les autres. Dans un climat de décrispation, de nombreux détenus politiques ont été libérés la semaine dernière. Mais cette semaine, les autorités pénitentiaires se montrent moins clémentes envers les détenus et leurs familles. Calme plat à l'université Gaston Berger de Saint-Louis après la mort de 2 étudiants, Alpha Yero Tunkara et Prosper Clédor Senghor. Le conseil académique a pris la décision d'observer une semaine de deuil. Certains étudiants jugent inopportune cette décision du conseil académique au moment où la coordination a pris la décision d'arrêter son mot d'ordre de grève. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck.
À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants observent le deuil difficilement après la mort de 2 étudiants. Trouvés au sein du campus universitaire, Amadou Dian n'arrive pas à comprendre la décision prise par les autorités académiques, quelques heures après l'arrêt du mot d'ordre de grève décrété par la coordination. Il était prévu d'aller faire cours le jour suivant. Et là, ce même jour, le recteur il a décrété 1 semaine de deuil. Chose que voilà, nous ne pouvons pas accepter parce que nous étions conscients et nous étions beaucoup plus touchés par la mort de ce dernier, appelé Prosper Senghor. Dame Cham, étudiant en 4e année en génie civil, observe le deuil avec ses camarades pour rendre hommage à Alpha Yero Tunkara et Prosper Clédor Senghor. On est en train de respecter ça aussi parce que les étudiants avaient décrété des stations d'activité pédagogique. On a levé le mot d'ordre et au même moment, le conseil a décrété 1 semaine de deuil et on était obligé de suivre. À l'UGB, la présence des gendarmes devant les différentes portes d'accès et de sortie irrite les étudiants. C'est pas normal, même quand je sors et je les vois ici, tout en sachant qu'ils ont tué 3 de nos camarades, parce qu'il y a Fallou Sen, avant Tunkara et en ce moment il y a Prosper. Ils devaient dégager. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le deuil se poursuit jusqu'à jeudi prochain. En attendant, c'est le calme plat dans presque tous les villages où logent les pensionnaires de Sanar. Et nous restons avec la coordination des étudiants de l'université Gaston Berger qui compte ses blessés, 28 au total, dont 8 dans un état grave. Ses membres jugent anormal le deuil d'une semaine décrété par le conseil académique, un deuil qui, selon eux, n'est que pour camoufler la mort de leurs camarades. Voici Amadou Kane, le président de séance et porte-parole du jour, qui s'exprime toujours au micro de Seynou Diopé Abibsek. Juste après le décès, leur premier réflexe est d'inviter les administrateurs à quitter le campus, comme si on est en train de fuir à des animaux en quelque sorte. C'est une situation vraiment très terrible. Et en plus de cela, ils ont observé 1 semaine de cessation de toute activité pédagogique. En même temps aussi, ils sont en train de faire leurs activités administratives. Ceci pour montrer tout simplement qu'ils sont dans une logique d'organiser des festivités au sein de l'université, chose que nous condamnons fermement. D'autant plus, on a accusé un retard flagrant dans les enseignements au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et il y a lieu de rappeler également, dans ces circonstances, la coordination des étudiants de Saint-Louis a enregistré 28 blessés, dont 8 graves. Et parmi ces blessés-là, il y en a certains qui ont piqué des crises cardiaques à maintes reprises et l'autorité refuse de prendre en charge ces gens-là, refuse de les évacuer. Et dont un membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Allez, après Saint-Louis, le département de Sédhiou avec le démarrage de réalisation du forage de village de Souaki. C'est dans la commune de Diaroumé. Cette infrastructure sera le premier forage à alimentation solaire dans le département de Bunkiling et dans la région de Sédhiou. Ce joyau en cours de réalisation est édifié par le conseil départemental de Bunkiling en partenariat avec l'ONG Hydraulique sans frontières sur financement conjoint de plusieurs partenaires institutionnels et privés de la France. Pour la deuxième phase, l'accent sera mis sur l'assainissement d'une centaine de latrines modernes dans la commune de Diaroumé. Et le point, c'est avec Bakary Conté. Les images sont signées Khalid Diamé. Trouver de l'eau potable constitue un véritable calvaire pour les populations de plusieurs communes du département de Bunkiling. C'est le cas de Souaki, village situé dans la commune de Diaroumé. Pour éradiquer ce problème, le conseil départemental de Bunkiling a entamé la construction de plusieurs forages. Le premier site, c'était une exploitation maraîchère avec mini-forage alimenté à partir de l'énergie solaire. Nous avons installé ce projet à Toubafal dans la commune de Ndiamalatiel. La centrale solaire de Bonna a été, dans un premier temps, la deuxième phase du projet et le troisième, en fait, Souaki, c'est le troisième qu'on a choisi pour l'arrondissement de Diaroumé. Et c'est ça qui nous a amené dans le village de Souaki. Il faut dire que plusieurs villages étaient ciblés à l'origine. Cependant, l'analyse de l'eau dans les laboratoires de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont donné lieu à des résultats tels que la qualité de l'eau dans la nappe phréatique à Souaki est meilleure que la qualité de l'eau dans beaucoup d'autres localités de la zone. C'est ça qui nous a amené à choisir le village de Souaki. Et le forage de Souaki va alimenter le village de Souaki et le village de Kersouley. Un projet rendu possible grâce au soutien de partenaires techniques et financiers du conseil départemental de Bunkiling. Hydraulique sans frontières nous a aidés à boucler le projet, à chercher le financement
Et des partenaires financiers et techniques nous ont également apporté leur concours. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier l'ensemble de ces partenaires, l'Agence de l'eau, Rhône, Méditerranée, Corse, le syndicat des eaux de l'Ardèche, également Géotech et la Fondation Valorem, pour dire que ces partenaires nous ont aidés à boucler le financement du projet. Les populations de Souaky et environ ont manifesté toute leur satisfaction. Parlons santé à présent. Sauver des vies humaines, notamment celles de femmes en âge de procréer et des enfants âgés de moins de 2 ans, c'est l'objectif visé à travers une vaste campagne de sensibilisation des communautés du département d'Oussouye. Cette campagne de sensibilisation tout azimut a été lancée dans la capitale du Kassa par le district sanitaire, dont les propos de l'adjoint au médecin en chef, Dr Cherniaï, sont recueillis par nos correspondants sur place, Lamine Ba et Lamine Mandjon. Oui, l'objectif était vraiment de réduire la morbidité et la mortalité quand même qui est liée aux femmes enceintes, la mortalité infantile, néonatale et juvénile. Donc c'est ça l'objectif pour réduire donc ce fardeau qui pèse lourd sur les populations, c'est qu'il fallait réduire donc à cette journée de sensibilisation. Oui, on a eu des difficultés surtout la santé des enfants et des femmes enceintes. Le fait que quelquefois ils aient des recours tardifs aux soins donc, et qui constituent un frein quand même pour atteindre nos objectifs, qui est donc de réduire la mortalité des femmes. Et ces initiatives associées également à d'autres activités de sensibilisation, de mobilisation sociale, de communication, pourraient quand même nous amener à atteindre ces objectifs si on y donc, met le paquet vraiment qu'il y faut. Des journées de sensibilisation, de dépistage, de consultation prénatale, d'offres de soins, de planification familiale et de dépistage du cancer du col et de vaccination contre donc, le human papillomavirus. Plus de 45 gros porteurs immobilisés à Thiès, confisqués par les autorités compétentes pour défaut de paiement. Les transporteurs et les chauffeurs disent se trouver dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements du fait d'une injustice notée dans la procédure face à la presse. Ces gros porteurs en provenance de plusieurs régions du pays ont tenu un sit-in à Thiès pour se faire entendre. Reportage est signé Charanta Diop et Saïlatir. Transporteurs de marchandises, communément appelés gros porteurs, sont rouges de colère. Ils dénoncent une injustice sur le projet de renouvellement des gros porteurs. L'État a financé ce projet d'une valeur de 5 milliards. Au commencement, on nous avait dit que les camions se tournent aux environs de 60-70 millions. Mais on est arrivé à 135 millions le prix d'un camion. On n'arrive pas à payer cette somme. C'est tout le problème qu'on a. Bon, depuis 2021, on n'arrive plus à payer parce que les camions sont fatigués. Chaque camion, il y a un gap de 100 millions, plus le prix du camion. Il n'y a pas un transporteur qui peut payer ça. Bon, depuis 2021, on n'arrive plus à payer parce que les camions sont fatigués. Ces entrepreneurs déplorent aussi le fait de n'avoir aucun interlocuteur. C'est pourquoi ils interpellent directement le Premier ministre et le ministre de tutelle sur la situation. On en a marre actuellement. On ne sait plus où vouer parce qu'on n'arrive plus à rencontrer ni le Premier ministre ni le président. Ces pères de famille-là, ils n'ont que ce seul camion. Ceux qui ont eu le projet en main, ils l'ont mal ficelé. C'est mal monté. C'est tout le Sénégal qui est là, assis. Il n'y a pas un qui n'arrive à payer les 128 millions. Venus presque de toutes les régions du pays, ces transporteurs se sont retrouvés à la chambre de commerce de Thiès, qui était pleine comme un œuf. Allez, parlons culture à présent, cinéma plus précisément. Au nom du sang, un court-métrage réalisé par Mamito Nakamura. Le film est tiré d'une histoire réelle vécue par la réalisatrice dans sa propre famille. Raconte le drame du viol dans une famille polygame où la victime est violée par son oncle à l'âge de 14 ans, le jour de la Tabaski. Un film donc réalisé, un film sur le viol réalisé par Mamito Nakamura pour, dit-elle, libérer la parole des victimes. Nos reporters Ibou Diouf, Tcherno, Laurent Mendy l'ont rencontré. Reportage. Au nom du sang, un film, une histoire. À travers cette production, la réalisatrice décide de briser le silence et de mettre en lumière cette réalité tragique, le viol.
Un film court-métrage de 26 minutes qui a été tourné à Dakar avec des artistes, des acteurs et actrices locaux, notamment Ndiaye Sireba de la série Maîtresse d'un homme marié, Matar Diouf, Ndeye Koumba Koulibaly, Adjara Fall et la petite dernière, Mariam Sall, qui joue le rôle de Bigué. Donc c'est un film qui raconte une histoire de viol qui se passe le jour de la Tabaski dans une famille polygame, d'où le nom au nom du sang. Dans un contexte de famille polygame, le drame du viol reste un sujet sensible et méconnu, souvent relégué dans l'ombre des tabous et des préjugés. Parce que sororité oblige, une histoire qui me touchera forcément ma sœur d'en face, une histoire qui la touche aussi me touchera forcément. Donc c'est une histoire de femmes qu'on essaie qu'on a portée à l'écran pour passer le message concernant la prise en charge post-traumatique des survivantes de violences sexuelles, notamment de viol. Donc au-delà de l'aspect viol de l'enfant ou de la jeune fille qui a été violée, on essaie de poser le débat sur la prise en charge des survivantes de violences sexuelles. À travers des scènes d'une puissance émotionnelle incontestable, ce court-métrage explore les dynamiques sociales, culturelles et familiales qui contribuent à perpétuer ce fléau. Le film est à voir absolument parce que c'est, je pense comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un appel à vigilance aux parents, également aux jeunes, aux enfants, les garçons et les filles, pour qu'après, quand il y aura un bourreau en face d'eux, quelqu'un qui fréquente la maison, ça peut être un tonton, ça peut être un papa, ça peut être n'importe qui dans la maison, insoupçonné, une personne insoupçonnée qui fait du mal aux enfants. Au nom du sang, un film qui représente un puissant outil de conscientisation et de changement social, en montrant que le viol ne connaît pas de frontières et que toutes les formes d'oppression doivent être combattues. Hey, hey, hey. Merci Ebou Diouf, merci à vous d'avoir suivi ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Mais restez avec nous, nous parlons de la justice et notamment de la grève du site juste des greffiers. Et c'est tout de suite dans la deuxième partie de Soir d'Info. Re-bienvenue.